Savre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de traverser Clermont en tram. Vous êtes candidate au municipal pour Clermont-Ferrand. Vous êtes tête de liste de la liste Lutte ouvrière. C'est pas votre première élection. Vous étiez déjà candidate en 2014. Vous étiez sur une liste en 2001. 2008. 2008, 2001. 1995, donc vous êtes habitué à mener des campagnes. Vous êtes psychologue en hôpital psychiatrique, vous avez 49 ans, voilà. Comment vous vous définissez en quelques mots? Moi je me définirais en disant que je suis communiste d'abord. Je suis un peu tombée dedans depuis que je suis petite parce que mon père était ouvrier d'usine et il était déjà militant. Ma mère était enseignante, elle était aussi militante. Donc je suis un peu tombée dans ces histoires-là. Et puis ça m'a tenue depuis parce que je trouve que la société, elle est tellement injuste, tellement mal organisée, tellement odieuse que je n'ai pensé qu'à militer depuis. Je voulais vous poser une première question. Est-ce que vous utilisez souvent le tram? Oui. Je l'utilise, j'habite à Montferrand, donc je l'utilise pour aller en ville essentiellement et puis de temps en temps au travail, soit d'un côté pour aller jusqu'à la place Gaillard, soit de l'autre pour aller jusqu'à Croix-Néra. D'accord. Une petite question piège, combien de voyageurs prennent le tram tous les jours? Ah ça je ne sais pas, mais en tout 20 000, cas... 70 000, 120 000 je ne saurais pas dire le nombre, mais en tout cas ce que je sais, c'est que les horaires du matin, c'est absolument dingue. Ça, on est tassés comme des sardines. J'ai déjà vu des gens même tomber dans les pommes tellement c'est tassé, entre 7h30 et 8h. C'est un peu la catastrophe, quoi. Voilà, donc il vaut mieux partir avant ou après. Moi je préconise évidemment d'augmenter le nombre de transports en commun, ça c'est évident, mais tout le monde le dit, il n'y a pas que moi qui parle comme ça, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des transports, mais... On y reviendra sur la thématique transport. On vient de quitter la Part-Dieu et sa zone commerciale, on se dirige vers le centre-ville et ses commerces de proximité, des zones commerciales qui ont vidé, voire asphyxié les centres-villes. Faut-il, selon vous, limiter fortement l'extension des zones commerciales aujourd'hui? Alors, sur ce problème-là, en fait, je m'appuierai d'abord sur ce que je connais, c'est-à-dire les travailleurs de ces grosses entreprises que sont Auchan, Cora, enfin toutes ces grosses sociétés, qui eux se battent au jour le jour pour avoir du monde supplémentaire, pour ne pas travailler les dimanches, enfin pour toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'ils asphyxient parce que finalement, ces grosses familles, elles détiennent le commerce et le commerce de centre-ville, il est en concurrence avec des énormes groupes qui les mangent. Alors, au niveau municipal, je ne vois pas comment tout ce qu'on vous dit là pour vous dire il faut une rue principale, il faut les places de parking, n'empêcheront pas les grands groupes tels que Auchan d'avaler les petits commerces. Donc la première chose que nous on ferait en ce qui concerne le commerce, c'est déjà de donner la parole, d'organiser, de mettre en avant tous ceux qui y travaillent et qui se battent pour jour le jour pour leurs conditions de travail. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le commerce ne fonctionne que parce que les gens ont des salaires corrects. Bon, alors j'ai bien lu par exemple dans certains programmes que si on sécurise des quartiers, alors on va lutter contre la paupérisation. Ça nous fait bien rire. Non, aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que les gens font des priorités par rapport au salaire qu'ils ont et à ce qu'ils ont à acheter, et que évidemment, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent plus acheter. Donc, il y a plein de commerces qui sont un petit peu plus chers parce qu'ils sont en ville, ou qui sont un petit peu plus chers parce qu'ils ont moins de marchandises, ou etc., qui passent à la trappe. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont au plus pressé, ils n'achètent pas de la viande tous les jours, ils n'achètent pas, voilà. Donc on est dans cette situation-là. Enfin, les petits salaires n'empêchent pas les gens d'aller dans les zones commerciales. Ah ben non, ils vont là où c'est moins cher. Ah ben évidemment, ils vont en particulier dans les grands centres commerciaux où il y a des prix. Enfin, tous les gens sont à la recherche, moi tous ceux que je connais en tout cas, ils sont à la recherche de prix réduits, je sais pas, ils prennent en gros lot et puis ils congèlent. Enfin bref, c'est vraiment la débrouillardise pour pouvoir acheter, en fait, c'est ça. Donc le commerce, c'est très exactement à l'image de la société en crise et qui s'aggrave. Donc aucune municipalité ne nous protégera contre ça, si ce n'est de nous organiser justement pour comprendre comment attaquer sur le problème du salaire, sur le problème du chômage. C'est les vrais problèmes, au fond. Marie, nous nous dirigeons maintenant vers la Maison de la Culture et la future scène nationale. Que symbolise pour vous cette nouvelle structure? Pas grand-chose.
chose parce que pour moi la culture c'est avant tout ce que représentaient auparavant les maisons de la culture. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais toute cette idée de la culture populaire, toute cette idée des maisons de la culture comme ça pouvait exister dans certaines années. Donc c'est vrai que pour moi la culture en tout cas ça passe vraiment par l'accessibilité à tous les quartiers populaires à cette culture et ça passe par les écoles. Plus un rôle social. Donc. Ah bien sûr, et ça passe par les écoles, essentiellement. Ça passe par les petites classes, par les écoles. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a par exemple des maternelles à 30 ou 32 élèves, je me dis franchement, ils ne sont pas dans la culture. Pour l'instant, ils font le minimum à faire. Il y a une ADSEM et une Instit. Donc, et quand il y a des remplacements à faire, ils sont obligés de manifester pour obtenir des remplacements. Je ne sais pas si vous avez vu, à l'école Michelet, à l'école Chantrane, enfin, c'est la catastrophe en fait, parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Donc moi je me dis, ce serait déjà ça qu'il faudrait restaurer, c'est-à-dire en fait que l'éducation nationale prenne en charge en partie la culture et que ce soit des projets pour toutes ces écoles. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites pour la culture ? Alors, moi, je ne promettrai rien. Vous ne me ferez pas dire quand je serai élu, je ferai ci, je ferai ça, parce que ça, c'est des paroles en l'air. Tous ceux qui vous promettent aujourd'hui, même les projets qui sont en cours, les financements ne sont jamais pérennes. Pourquoi ? Parce que avant, il y a 2008, vous dites que je me suis présentée souvent, mais avant 2008, il y avait la taxe professionnelle. Quand les entreprises payaient, l'argent arrivait dans les communes, ça marchait à peu près correctement. Aujourd'hui, ils font des projets et ils attendent les dotations de l'État. Sauf que l'État, le préfet en particulier, de temps en temps, il dit non, moi je donne pas, vous me demandez des millions, moi j'en donne que la moitié. Et donc ils se retrouvent avec des trous dans leur budget. Donc moi les promesses du style je ferai ci, je ferai ça dans la culture, c'est vraiment, aujourd'hui on est en crise, c'est l'État qui décide. Et si nous on arrivait dans une municipalité, on entamerait des bras de fer contre l'État pour obtenir des écoles, pour obtenir des maisons de la culture, pour obtenir tout ça, mais on ne ferait pas sans des mobilisations, c'est impossible, c'est impossible. Marie, on va arriver place de Jaude. Je vais vous faire voir une photo qui date des années 2000 et je voudrais savoir un petit peu ce que ça vous inspire. C'est la place de Jaude. Moi je trouve qu'elle n'a pas beaucoup changé. Alors vous allez me dire que si, parce que les voitures ne circulent plus. Voilà, il y avait des places de stationnement. Oui, c'est... Alors... Si on enlève les... En fait, l'idée, c'est il n'y a plus de voitures place de Jaude, il n'y a plus de stationnement. Alors, doit-on aller plus loin dans la limitation des voitures en ville ? Écoutez, l'histoire des voitures, quand même, la plupart des personnes que je connais autour de moi et des travailleurs utilisent leur voiture pour aller travailler. Alors, si il y a des transports en commun qui sont suffisamment, en nombre suffisant et qui correspondent aux horaires de travail, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Sauf que ce n'est pas le cas. Et pourquoi les gens utilisent leur voiture ? Moi, je vais vous donner un exemple précis. Il y a quelques dizaines d'années, l'entreprise Michelin avait des transports gratuits pour l'ensemble de ses salariés. C'est-à-dire qu'ils faisaient des circuits partout, même ils allaient jusqu'à Vichy, Thiers, etc. Ils circulaient et ils rapatriaient tous les gens qui travaillent. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc vous avez des parkings remplis de voitures. Voilà. Alors, on va vous dire, oui, il faut faire la chasse à scie, il ne faut pas faire de voiture en ville. Mais lui, que lui dit-on à cet employeur ? Est-ce qu'on lui dit, écoutez monsieur, remettez des bus collectifs gratuits pour l'ensemble de vos personnels ? C'est quand même 10 000 personnes, Michelin. Et on évitera un certain nombre de voitures en ville. Non, lui, on ne lui demande rien. Donc, vous savez, c'est pas par un petit bout de la lorgnette, ou en tout cas dans une ville comme Clermont-Ferrand, qu'on va résoudre le problème du transport. Votre mesure phare, on parle beaucoup d'environnement. Il y a des choses que vous tenez à... Je vais dire que j'habite à Montferrand. Je suis juste à côté de l'usine de Catarou. Vous allez me dire, je parle beaucoup de l'usine, mais enfin, elle fait partie quand même intégrale de la ville de Clermont. Eh bien, cette usine, elle est éclairée toute la nuit, toutes les nuits. Est-ce qu'un jour, on va demander à cet entrepreneur, à Michelin, est-ce qu'on va lui demander de ne plus d'éteindre la lumière la nuit et de ne plus faire travailler les ouvriers de nuit pour qu'on puisse faire des économies d'électricité ? Non. En fait, aujourd'hui, les mesures environnementales, c'est d'aller faire la morale aux travailleurs, d'aller faire la morale aux gens en leur disant éteignez la lumière. Je vous ferai quand même remarquer que les pauvres, ils sont très très écolos. Ils ne mangent pas tout le temps de la viande, ils ont du mal à payer l'électricité, donc ils font super attention à l'eau et à tout le reste. Donc en réalité, tout ce qui se dit aujourd'hui sur l'environnement, c'est pour nous, c'est vraiment du pipeau, parce qu'il faudrait s'attaquer vraiment au cœur du problème.
comment on produit les choses, comment on fait fonctionner cette société. C'est-à-dire, il faudrait là aussi, comme le transport, revoir complètement cette société capitaliste. Marie Savre, on va arriver devant l'hôtel de police. Le 4 septembre 2019, un jeune cahuète a été abattu dans le quartier de la Gautière. Estimez-vous, que Clermont est une ville dangereuse? Clermont est une ville où malheureusement, comme dans beaucoup de villes populaires et industrielles, il y a de plus en plus, on va dire, de gens, de délinquance. Moi, j'appelle ça plutôt le délitement. C'est-à-dire, vous voyez, il y a de plus en plus de jeunes qui tiennent les murs, comme on dit, parce qu'ils n'ont aucune perspective. Et en fait, moi, je reviens toujours à ce problème de fond, qui est le problème du chômage, parce qu'on découvre qu'avec des cités où à l'intérieur il y a 10-20% de chômage, on découvre qu'il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes. On sait très bien que la jeunesse, on peut faire des erreurs quand on est jeune ou faire des choses, mais qu'ensuite on rentre dans le rang à partir du moment où on trouve un travail, ou dans la société on trouve une place, où on trouve quoi faire. Aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui les jeunes... Si tout le monde avait un travail, il y aurait moins de soucis, moins de problèmes, bien sûr. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, comment y remédier? Alors, on parle de est-ce qu'on arme les policiers municipaux? Est-ce qu'on double la police municipale? C'est quoi qu'est-ce que vous prévoyez, vous? Moi, ce que je prévois, c'est que toutes les luttes aujourd'hui qui ont lieu dans les entreprises, je pense par exemple à Trelleborg, qui il n'y a pas longtemps se sont bagarrés sur les salaires et sur l'embauche, moi je soutiens toutes ces luttes-là parce que ça ne passera que par là. C'est-à-dire que ça ne passera que par des bagarres pour obtenir de l'embauche. Je travaille dans un hôpital. Il y a besoin de 2 fois plus de personnel que ce qu'on est actuellement. Il y a besoin de médecins, il y a besoin d'infirmières, il y a besoin d'aides-soignants, il y a besoin de tout. Et ils n'embauchent pas parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des économies drastiques dans tout ce qui est monde hospitalier. C'est scandaleux. Donc nous, on sait qu'il va falloir se battre contre ça. Je veux dire, on n'a pas le choix. On va faire des manifestations, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, pour obtenir des embauches. Mais aujourd'hui, vous mettriez plus d'employés municipaux. Dites-moi ce que ça change. En réalité, il en faut, d'accord, mais dans le fond, est-ce que ça va régler le problème? C'est comme si vous mettiez un pansement sur une jambe de bois. Oui, nous sommes passés devant le stade Marcel Michelin, on va arriver au stade Gabriel Montpied. L'ASM, le Clermont Foot, 2 étendards du sport clermontois, voire auvergnat. Votre politique en matière de sport, c'est quoi? Vos projets? D'abord, je le dis souvent, mais moi j'ai arrêté d'aller voir des matchs de rugby le jour où c'était professionnel. Parce qu'en fait, j'aimais bien ce sport, parce que justement, c'est dans ma famille, c'était le rugby, c'était le dimanche, c'était des championnats, etc. Puis ensuite, ça s'est professionnalisé. Donc maintenant, c'est tout le vedettariat autour du sport. Moi je dirais que les sportifs maintenant, ils deviennent un peu des chevaux de course ou des hommes sandwich comme on veut, c'est-à-dire on crée des stades, alors comme le Gabriel Montpied, puis on met de la publicité, puis on fait du vedettariat. Bon, pour moi le sport c'est pas vraiment ça. Encore une fois, moi le sport c'est un peu comme la culture, c'est-à-dire on en reviendrait aux écoles, on en reviendrait aux moyens qui sont donnés justement dans les quartiers. Alors évidemment, oui, quand le sport se développe, on fait des stades, on fait des choses comme ça, mais pas des choses qui sont vraiment pour le vedettariat, puis surtout pour l'idée qu'on s'en fait du sport, c'est-à-dire l'idée qu'il faut devenir vraiment meilleur que les autres, une vedette, on fait plein d'argent, on devient, récemment, il y a eu tous les enjeux autour, le professeur Chazal, là, qui est neurologue, il expliquait tous les enjeux autour des joueurs de rugby qui deviennent, qui ont des maladies dingues, tellement ils se prennent des chocs, tellement ils font des matchs, tellement... Je vous dis, ça devient vraiment des chevaux de course. Donc non, nous, notre politique, ce serait plutôt de développer le sport en termes de loisirs, en termes de développement, en termes de tout ça. Mais pour ça, encore une fois, il faut s'en prendre au profit dans la société. Les conseillers métropolitains ont voté l'extension du Montpied. Il y aura 3 phases indépendantes. Vous l'auriez voté? Je sais pas, parce que j'étais pas là-bas, je sais pas, parce que je suis pas ni contre ni pour, j'ai envie de vous dire. Oui. Mais par contre, moi, ce qui me choque à chaque fois dans ces espèces de constructions, dans ces constructions, c'est qu'on fait appel à des concours privés, c'est-à-dire on met en concurrence dans les concours d'architectes. Moi, ça, je suis contre. Moi, je serais pour qu'on embauche directement du personnel. Alors, si
si la municipalité peut pas parce qu'elle n'a pas d'argent, qu'on fasse un service public des aménagements au niveau national, c'est-à-dire qu'on embauche directement des ingénieurs, des maçons, des architectes, et puis qu'on construise les choses utiles à la population. Marie Savre, nous venons d'arriver au Vergne, terminus. Tout le monde descend. On a parlé culture, commerce. Vous avez maintenant 1 minute pour vous exprimer, nous dire un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Alors moi, je voudrais m'adresser aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités, à tous ceux qui n'ont que leur salaire ou leur pension pour vivre, et leur dire que voter pour les listes lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est se compter et voter pour des gens qui ne sont pas résignés à cette société capitaliste qui est complètement désorganisée, complètement inique, complètement injuste. Et donc j'ai envie de dire que voter pour nous, c'est ce qu'il y a de plus utile, c'est-à-dire faire en sorte qu'un parti ouvrier communiste puisse renaître dans un pays comme le nôtre et puisse donner une perspective à cette société capitaliste qui s'effondre. On voit aujourd'hui qu'avec le virus qui est soi-disant pandémique, il y a un krach boursier qui se prépare. Bah oui, c'est une société complètement folle dans laquelle il y a des sommes extravagantes qui s'accumulent à un pôle de la société. Donc nous on dit voter pour les listes lutte ouvrière pour que justement on construise ce parti et qu'on aille enfin changer, renverser cette société capitaliste.